Une nuit sans lune, le ciel burkinabé semblait calme, mais sous cette quiétude apparente se dissimulait un signal subtil qui allait bientôt changer le cours des événements. Ce signal, un simple décalage dans l'air, capté par Ibrahim Traoré, marquait le début d'une série de révélations qui bouleverseraient la perception de la souveraineté au Burkina Faso. Ce qui semblait être un simple phénomène météorologique avait des ramifications bien plus profondes, signalant l'entrée du pays dans une dynamique géopolitique complexe. Ibrahim Traoré, en captant ces anomalies, n'avait pas encore mesuré la profondeur de la situation qui se dessinait à l'horizon. La question était désormais de savoir comment ces signes invisibles allaient redéfinir la sécurité du pays. Ibrahim Traoré, un acteur clé dans cette crise silencieuse, allait bientôt découvrir que les petites anomalies pourraient avoir des conséquences monumentales. Le Burkina Faso, un pays souvent ignoré sur la scène internationale, se retrouvait soudainement au centre d'une dynamique géopolitique complexe. Le signal perçu par Ibrahim Traoré n'était pas simplement un phénomène technique, mais un avertissement de la fragilité des systèmes de surveillance et de défense du pays. En scrutant ces signaux, il se rendait compte que la souveraineté du Burkina Faso n'était pas simplement une question de pouvoir militaire ou de frontières physiques, mais de la capacité à percevoir et à répondre aux menaces invisibles. Le défi était d'autant plus grand que ces anomalies semblaient faibles, presque imperceptibles, mais elles annonçaient déjà une pression extérieure croissante, en la prête à se transformer en une menace tangible. Et c'est précisément ce que nous allons comprendre. Comment ces petits signaux ont révélé un système vulnérable, ouvert aux intrusions extérieures. Ibrahim Traoré savait que chaque minute passée sans réagir augmentait le risque de voir ces signes se transformer en menaces réelles, menaçant ainsi la sécurité nationale. Les enjeux étaient énormes, non seulement pour la défense du pays, mais aussi pour sa position dans un monde de plus en plus polarisé. La première véritable alerte survint presque par hasard. Lorsqu'Ibrahim Traoré analysa les rapports provenant de divers avant-postes, il remarqua un phénomène étrange. 6 signaux anormaux s'étaient alignés dans le ciel nocturne, suivant une trajectoire qui semblait presque trop parfaite pour être naturelle. Ces anomalies, ça auparavant jugé mineur, se révélait en réalité comme un schéma systématique, un réseau invisible qui tissait lentement sa toile autour du Burkina Faso. Ce n'était plus un simple incident isolé. Ce phénomène, discret et régulier, indiquait quelque chose de bien plus grand, une menace invisible en pleine construction. À première vue, ce n'était qu'un léger décalage, une perturbation presque imperceptible. Mais en analysant de manière plus détaillée, il apparut que ces anomalies étaient liées par un fil conducteur. Elles se produisaient toujours dans des zones stratégiques du territoire, là où les lignes de surveillance étaient les plus faibles. Ces zones de convergence, qu'elles soient des routes d'approvisionnement ou des points de contrôle éloignés, semblaient être les cibles premières de cette intrusion silencieuse. Ce qui semblait être un phénomène naturel, ou du moins anodin, prenait désormais une toute autre dimension. Les rapports des différentes équipes, dispersés au début, commençaient à s'assembler pour former un tableau cohérent. Le pays, jusque-là calme et isolé, était désormais sous surveillance, mais d'une manière subtile, presque insidieuse. Les premières informations n'étaient pas suffisantes pour déclencher une réaction immédiate, mais leur répétition et leur régularité suggéraient un test progressif des capacités de réaction du pays. Ces données, une fois réunies, ne laissaient plus de place au doute. Le Burkina Faso était observé, scruté, analysé. Les petites perturbations, ces anomalies perçues dans le ciel, étaient en réalité un avertissement. Ibrahim Traoré comprit que le pays devait réagir vite, ou risquerait de se retrouver pris au piège d'une situation où la menace, bien que discrète, deviendrait inéluctable. Ibrahim Traoré était l'homme clé dans cette analyse de la situation, non seulement à cause de sa position stratégique, mais aussi de sa capacité à voir au-delà des évidences. Lorsqu'il prit conscience que ces anomalies n'étaient pas des coïncidences, mais un signal d'une menace imminente, il comprit immédiatement qu'une réponse rapide était nécessaire. Dans le calme apparent du Burkina Faso, où les tensions géopolitiques semblaient éloignées,
une réalité cachée émergeait lentement. La souveraineté du pays n'était plus assurée par la seule présence militaire, mais aussi par la capacité à détecter et réagir aux menaces invisibles. Le rôle d'Ibrahim Traoré s'est rapidement transformé. Et il n'était plus simplement un observateur, il devenait le stratège derrière la coordination des efforts de surveillance et de défense, cherchant à anticiper chaque mouvement invisible qui pouvait déstabiliser l'équilibre fragile du pays. Les premiers indices recueillis semblaient initier un changement dans la manière de penser des autorités. La question n'était plus de savoir si les anomalies observées étaient une menace, mais plutôt comment elles pourraient être exploitées pour anticiper des mouvements extérieurs. Dans les premières heures suivant la détection des signaux, les équipes sur le terrain ont commencé à relier ces données entre elles et une image plus large de l'intrusion potentielle est apparue. La réponse du Burkina Faso, bien que modeste au début, prenait une forme plus structurée sous l'impulsion de Traoré. Ce dernier savait que chaque minute perdue permettrait à l'adversaire de tester encore plus les failles du système. La mobilisation de ces équipes, bien que réactive, marquait déjà un tournant dans l'approche de la défense du pays. L'invisible devenait désormais tangible, et les premières étapes de l'action avaient commencé. Le Burkina Faso se retrouvait à un tournant décisif, pris dans un jeu d'équilibre délicat entre discrétion et urgence. Le pays, longtemps considéré comme éloigné des grandes dynamiques géopolitiques, était désormais confronté à une situation où chaque geste comptait. Les signaux, qui étaient au départ perçus comme des anomalies sans importance, avaient rapidement pris une ampleur nouvelle. Chaque perturbation enregistrée semblait dévoiler une nouvelle facette de l'intrusion, un mouvement invisible mais tangible qui se glissait lentement dans les interstices du territoire. En scrutant ces informations, Ibrahim Traoré et ses équipes comprenaient que la situation ne pouvait plus être ignorée. Il ne s'agissait plus de simples perturbations dans l'air, c'était un test organisé, méthodique, visant à déstabiliser les fondations de la sécurité nationale. Les équipes de surveillance, positionnées tout autour du pays, commencèrent à connecter les points, à relier les signaux et à établir des lignes directrices qui montraient une convergence claire. Les perturbations avaient commencé dans le nord, se propageant lentement vers le centre et le sud, suivant une trajectoire presque trop régulière pour être aléatoire. Cela ne faisait plus de doute, une pression croissante était exercée sur les systèmes de défense du pays, et cette pression ne se contentait pas de tester les capacités de réaction de l'armée burkinabé, elle visait à tester la résilience d'un système qui, jusque-là, avait cru être à l'abri des grandes confrontations. À chaque étape, Ibrahim Traoré devait prendre des décisions cruciales. Au départ, la réaction avait été lente, la prudence régnait encore, les signaux étaient trop faibles pour déclencher une mobilisation à grande échelle. Mais au fur et à mesure que les perturbations se répétaient, le pays commença à s'éveiller à la réalité de la situation. Le ciel burkinabé, qui semblait si tranquille auparavant, devenait maintenant un terrain d'observation. L'état-major comprit rapidement que les premiers indices avaient été sous-estimés. Les perturbations observées ne pouvaient plus être traitées comme des anomalies sans conséquence. Chaque signal devenait une alerte, chaque perturbation une invitation à réévaluer la réponse du pays. L'incertitude initiale fit place à une stratégie plus coordonnée. Le pays, apparemment isolé, s'organisait maintenant pour faire face à cette intrusion. Les relais de communication furent renforcés, les équipes de surveillance sur le terrain se coordonnèrent, cherchant à combler les lacunes dans la couverture du territoire. Mais le plus grand défi restait de comprendre l'intention derrière ces signaux. Les informations recueillies montraient des trajectoires précises, des mouvements réguliers, mais l'identité de l'adversaire restait floue. C'était là que la véritable pression commença à se faire sentir. Une fois que l'on reconnaît qu'il existe une menace, il devient impératif de répondre immédiatement, armé dans une logique de calcul et non de panique. L'absence de preuves directes n'offrait aucune excuse pour attendre davantage. Le pays, petit à petit, se réorganisait, ajustant ses défenses, multipliant les relais, fusionnant les informations. Mais chaque décision, chaque mouvement devait être mesuré car l'enjeu était bien plus grand qu'une simple réaction militaire. Le Burkina Faso était en train de se redéfinir, non seulement sur le plan stratégique,
mais aussi sur celui de sa souveraineté. Une souveraineté qui, pour la première fois, était mise à l'épreuve par des forces invisibles, lentes mais inexorables. Les premières analyses des signaux collectés révèlent des éléments cruciaux. 3 mesures distinctes se dégagent avec une clarté qui ne laissait plus de place à l'hésitation. La fréquence des anomalies, c'est leur récurrence dans des zones stratégiques, et la constance de leur trajectoire. Ces 3 paramètres, bien que perçus comme de simples détails au départ, se sont avérés être des indicateurs essentiels du changement imminent. La fréquence des perturbations observées ne cessait d'augmenter, passant d'événements isolés à des occurrences régulières. Dans un premier temps, ces variations avaient été attribuées à des phénomènes naturels ou à des erreurs techniques. Mais plus elles se répétaient, plus elles devenaient significatives, poussant les analystes à reconsidérer leur interprétation. La récurrence des anomalies dans les mêmes zones géographiques était le deuxième élément clé. Au début, les rapports en provenance des zones frontalières n'étaient pas perçus comme une menace sérieuse. Mais lorsque les mêmes types de perturbations furent observés dans des zones stratégiques proches des principales routes d'approvisionnement et des points de surveillance, il devint évident que quelque chose d'organisé se produisait. Ces points de convergence géographique étaient devenus les centres névralgiques autour desquels se déroulait l'intrusion silencieuse. À chaque nouvelle observation, l'image devenait plus nette. Ce n'étaient pas des incidents isolés, mais un réseau qui s'étendait progressivement à travers le pays. Enfin, la constance de la trajectoire des signaux est apparue comme un facteur déterminant. Les perturbations suivaient des chemins calculés, systématiques, qui se répétaient de manière presque identique chaque fois. Enfin, les analyses techniques ont montré que cette régularité excluait toute possibilité de phénomènes naturels ou accidentels. La constance dans les trajectoires suggérait qu'il s'agissait d'une action délibérée, coordonnée, visant à sonder les capacités de réaction du Burkina Faso. Le fait que ces perturbations soient non seulement régulières, mais aussi discrètes, avait permis à l'intrus de rester invisible pendant un certain temps. C'était une forme d'intrusion silencieuse, où la menace était suffisamment faible pour ne pas déclencher d'alerte immédiate, mais suffisamment persistante pour mettre à l'épreuve la vigilance du pays. Ces 3 éléments, fréquence, récurrence et trajectoire constante, étaient les preuves irréfutables que l'intrusion n'était pas une série de coïncidences, mais un phénomène calculé. Ils ont permis à Ibrahim Traoré et à ses équipes de prendre conscience de la gravité de la situation. Ce n'était plus simplement une question de réagir à des anomalies isolées, il fallait désormais comprendre que ces perturbations étaient les premiers signes d'une menace organisée et continue. Chaque nouvelle donnée venait renforcer l'idée que cette menace n'était pas seulement une tentative d'observation, mais un test de l'infrastructure de défense du pays, une mise à l'épreuve de ses capacités à réagir face à une pression extérieure silencieuse, mais systématique. L'une des premières réponses à l'intrusion détectée fut un débat interne entre les analystes et les responsables militaires du Burkina Faso. D'un côté, certains affirmaient que la situation était sous contrôle et qu'une surveillance accrue suffirait à contenir la menace. Selon eux, les trajectoires régulières et les perturbations faibles n'étaient que des tests, destinés à sonder la réactivité du pays. Cette lecture optimiste suggérait que le pays, bien que vulnérable à court terme, pourrait se renforcer à partir de ses expériences et développer des réponses plus efficaces face à de futures intrusions. La force de cet argument résidait dans l'idée que les signaux faibles étaient une opportunité pour renforcer les capacités de détection plutôt qu'une véritable menace immédiate. D'un autre côté, une position plus critique émergeait. Certains analystes estimaient que ces perturbations n'étaient que la première phase d'une attaque plus complexe et coordonnée. Leur argument reposait sur la constance des trajectoires et la persistance des anomalies, qui indiquait que l'adversaire cherchait à exploiter les faiblesses du système burkinabé. Il mettait en avant le fait que si ces signaux étaient encore faibles, il ne fallait pas les sous-estimer car ils pourraient évoluer rapidement en une menace tangible. Les interruptions régulières, bien que discrètes,
étaient considérées comme des étapes dans un processus d'infiltration plus large visant à affaiblir la capacité de réaction du pays avant un assaut plus direct. Ce clivage entre les deux écoles de pensée rendait la prise de décision difficile, la prudence d'un côté, la rapidité d'action de l'autre. Les analystes optimistes soutenaient qu'il suffisait d'améliorer les systèmes de surveillance existants, tandis que les plus sceptiques prévoyaient une escalade plus rapide et plus imprévisible. La tension entre ces deux points de vue créa une dynamique de décision complexe où chaque nouvelle donnée semblait peser de manière disproportionnée dans l'analyse de la situation. En fin de compte, la question n'était pas seulement de savoir si le pays était préparé à affronter la menace, mais de quelle manière il pouvait exploiter cette période d'incertitude pour renforcer ses capacités de défense tout en étant prêt à répondre rapidement si l'intrusion se transformait en attaque directe. Ibrahim Traoré, quant à lui, choisit de ne pas se laisser emporter par une lecture trop optimiste ni trop pessimiste. Il décida d'adopter une approche hybride où chaque donnée serait traitée avec la rigueur nécessaire tout en gardant un œil sur l'évolution des circonstances. Il comprit que l'essentiel était de ne pas laisser passer la moindre anomalie sans l'analyser minutieusement, car même les signaux faibles pouvaient, s'ils étaient ignorés, mener à une catastrophe imprévisible. Le moment décisif arriva lorsque les perturbations précédemment isolées commencèrent à converger vers un point central. Ce qui était perçu comme un enchaînement de petites anomalies discrètes prit soudainement une forme plus claire et structurée. Les signaux faibles, qui auparavant ne faisaient que titiller les systèmes de surveillance, devinrent des indicateurs directs d'une menace potentielle imminente. Les trajectoires des perturbations se resserraient autour d'infrastructures sensibles, pointant vers un objectif commun. Le phénomène qui semblait auparavant être une série d'incidents isolés se transforma en une séquence cohérente qui ne pouvait plus être ignorée. Ibrahim Traoré comprit que ce changement n'était pas un simple ajustement dans les données, mais un basculement dans la dynamique de la menace. Le Burkina Faso n'était plus en train de répondre à des signaux disparates. Il faisait face à une pression continue et croissante, un test systématique des capacités de défense du pays. Ce fut un tournant psychologique pour l'équipe, car chaque nouvelle perturbation prenait une signification plus lourde, marquant le début d'une réponse plus structurée et plus urgente. La question n'était plus de savoir si une attaque allait se produire, mais quand elle allait survenir. L'intensification des perturbations commença à avoir des répercussions tangibles dans plusieurs sphères du Burkina Faso. La première conséquence fut sur le plan militaire. Les unités de surveillance et les équipes de terrain, déjà en état d'alerte, se retrouvèrent confrontées à des défis logistiques importants. Les signaux, désormais plus nombreux et plus réguliers, nécessitaient une coordination rapide et efficace entre les différents postes de surveillance. La capacité à répondre à des menaces invisibles, tout en maintenant l'intégrité des systèmes de défense existants, était mise à l'épreuve. Ce phénomène, qui semblait au départ marginal, devenait désormais un test de la résilience des infrastructures de défense. Les équipes de surveillance, souvent dispersées à travers le pays, a durant adapter leur fonctionnement et renforcer leur couverture dans les zones les plus vulnérables. Sur le plan économique, les premières perturbations dans les zones stratégiques commencèrent à affecter les chaînes d'approvisionnement. Les secteurs miniers, particulièrement sensibles aux fluctuations de sécurité, constatèrent une augmentation des perturbations et des ralentissements dans les communications. Ces interruptions, bien qu'apparemment minimes, commencèrent à générer des incertitudes parmi les investisseurs, qui craignaient des perturbations futures dans leurs opérations. Cette incertitude, bien que non exprimée publiquement, était palpable parmi les opérateurs économiques, qui cherchaient des assurances concernant la stabilité du pays. La perception du public commença également à changer. C'est alors que les habitants des zones rurales étaient habitués à une tranquillité quasi absolue, ils commencèrent à remarquer des signes de perturbation invisibles dans le ciel. Ces anomalies, quoique discrètes, suscitaient des questions et des inquiétudes parmi la population. Le gouvernement dut intervenir rapidement pour expliquer la situation, cherchant à éviter la propagation de rumeurs et à rassurer la population sur l'ampleur réelle de la menace. Des messages simples
furent retransmis pour minimiser la peur, tout en affirmant la capacité des autorités à gérer la situation. Les impacts de ces perturbations s'étendirent également au-delà des frontières du Burkina Faso. Les pays voisins, déjà vulnérables aux tensions régionales, commencèrent à observer une augmentation des activités transfrontalières suspectes. Les couloirs aériens, qui traversèrent plusieurs pays de la région, étaient désormais scrutés avec une vigilance accrue. Les autorités des pays voisins commencèrent à échanger des informations sur les mouvements détectés, cherchant à coordonner une réponse collective à cette menace invisible. Ce renforcement de la coopération géopolitique, bien que limité au départ, jetait les bases d'une solidarité régionale qui pourrait se développer au fil du temps. Ces conséquences, bien que variées, avaient un point commun. Elles montraient que le Burkina Faso était désormais face à une crise multidimensionnelle. Les perturbations n'étaient plus un simple défi technique, mais un indicateur de changement profond affectant tous les secteurs de la société. Et le pays devait désormais naviguer entre une réponse immédiate à ces menaces et une réflexion stratégique à long terme sur la manière de renforcer ses capacités de défense, tout en préservant la stabilité interne, alors que les perturbations dans le ciel burkinabé s'intensifiaient. Plusieurs scénarios se dessinaient pour les 6 à 12 mois à venir, chacun porteur de défis et d'opportunités différents. Le premier scénario, celui de la stabilisation prudente, envisageait une réponse continue et mesurée de la part des autorités burkinabées. Les ajustements techniques effectués sur les systèmes de surveillance, ainsi que l'amélioration de la coopération régionale, permettaient de contenir la menace sans qu'elle ne devienne une crise ouverte. Dans ce cas, les forces de sécurité, appuyées par des renforcements logistiques et techniques, seraient en mesure de maintenir un équilibre précaire. Les risques d'intrusion diminueraient progressivement grâce à une surveillance accrue et à des protocoles de réponse plus efficaces. Cependant, la stabilité resterait fragile car les signes d'intrusion ne disparaîtraient pas complètement et un relâchement dans la vigilance pourrait faire basculer la situation. Le deuxième scénario, plus optimiste, prévoyait une coopération régionale renforcée, notamment entre les pays du Sahel. À mesure que les informations concernant les intrusions se multiplieraient, une coordination plus étroite entre les États voisins pourrait permettre de neutraliser les menaces à leur origine. Ce scénario supposait une plus grande intégration des systèmes de surveillance aériens et une meilleure réactivité des forces régionales. Dans ce cas, les pays voisins seraient en mesure de mettre en place des stratégies communes de défense aérienne, permettant de déceler plus rapidement les incursions et de les repousser avant qu'elles ne s'intensifient. Cela offrirait une perspective plus stable pour la région, avec des tensions régionales réduites et un renforcement de la souveraineté collective. Enfin, le troisième scénario, le scénario le plus défavorable, envisageait une escalade significative des tensions. Si les intrusions devenaient plus fréquentes et plus agressives, et si les systèmes de défense du Burkina Faso restaient vulnérables, le pays pourrait se retrouver dans une situation de confrontation ouverte. L'incapacité de repérer et de réagir efficacement aux menaces pourrait ouvrir la voie à une déstabilisation interne. La montée des tensions pourrait entraîner une pression accrue sur les institutions politiques et militaires du pays, créant un climat d'instabilité. Ce scénario pourrait aussi entraîner une intervention extérieure de puissances étrangères cherchant à protéger leurs propres intérêts dans la région, ajoutant une couche de complexité géopolitique. Ces trois scénarios, bien que différents, montrent que la situation au Burkina Faso ne pourra pas se résoudre rapidement. Chaque option présente des risques et des récompenses, mais aussi la nécessité d'une réponse flexible et bien coordonnée. Dans tous les cas, la capacité à anticiper les mouvements extérieurs, à renforcer les alliances régionales et à améliorer la préparation interne sera cruciale pour naviguer dans cette période d'incertitude. Alors que la situation au Burkina Faso évoluait, il devenait crucial de comprendre l'impact de ces événements sur la population. La question n'était plus seulement militaire ou diplomatique, mais aussi sociale. Les Burkinabés, qui avaient jusqu'alors vécu dans une relative quiétude, commençaient à ressentir les effets de cette pression invisible. Les habitants des zones urbaines, souvent éloignés des tensions de la frontière, cherchaient à comprendre les implications de ces perturbations. Les informations, parfois floues,
ou incomplètes circulaient à travers des rumeurs alimentant l'incertitude. Le rôle des autorités et des leaders d'opinion était désormais de dissiper ces doutes et de renforcer la résilience collective. Il était impératif de maintenir l'unité nationale face à une menace qui, bien que discrète, avait des répercussions potentielles sur la stabilité de tous. Pour le gouvernement burkinabé, il devenait urgent de ne pas laisser la peur s'installer parmi la population. Des mesures de communication efficaces furent mises en place pour expliquer les événements et la réponse de l'État. Les autorités cherchaient à rassurer les citoyens tout en soulignant la nécessité de rester vigilants. Le message était clair, bien que la situation soit préoccupante, il n'y avait pas lieu de céder à la panique. La résilience des Burkinabés serait mise à l'épreuve, mais l'unité et la coopération collective seraient les clés pour surmonter cette crise. Les acteurs sociaux, quant à eux, devaient également jouer leur rôle en soutenant les efforts du gouvernement. Le secteur privé, les ONG et les associations locales s'efforcèrent de maintenir la cohésion sociale en apportant leur soutien aux populations vulnérables. Le rôle des médias et des réseaux sociaux, bien qu'ambivalent, était également crucial pour diffuser des informations fiables et prévenir les rumeurs. La stabilité sociale passait par la solidarité et chacun, à son niveau, était appelé à contribuer à l'effort national pour préserver la paix et la sécurité. Face à la montée des tensions et à l'aggravation de la situation, le Burkina Faso devait adopter une approche stratégique pour contrer la menace tout en renforçant sa résilience interne. Le premier axe de cette stratégie était d'améliorer la coordination entre les différents acteurs de la défense nationale. Les forces de sécurité, les services de renseignement et les autorités locales devaient travailler de manière plus cohérente et rapide. Sans une telle synergie permettrait de mieux réagir aux menaces invisibles tout en optimisant les ressources disponibles. Le deuxième pilier de la réponse résidait dans l'investissement en technologie et en intelligence. Le pays devait moderniser ses systèmes de surveillance et de détection afin de pouvoir identifier plus efficacement les signaux faibles. L'acquisition de nouveaux équipements, associée à une formation accrue des opérateurs, offrirait un avantage stratégique considérable. Cependant, la modernisation ne devait pas se limiter à la technologie. Elle devait aussi inclure des améliorations dans les protocoles de communication afin d'assurer une réactivité instantanée face à toute nouvelle menace. Troisièmement, il était nécessaire d'élargir la coopération régionale. Le Burkina Faso, bien qu'isolé dans de nombreuses sphères, on ne pouvait faire face seul aux défis croissants. La coopération avec les États voisins, ainsi que le soutien d'organisations internationales, serait essentiel pour renforcer les capacités de défense collective. Des échanges d'informations, des entraînements conjoints et des stratégies communes renforceraient la posture défensive de l'ensemble de la région. Enfin, le quatrième aspect de la solution était de maintenir un dialogue ouvert avec la population. Il était crucial de préserver la stabilité sociale en impliquant les citoyens dans le processus de défense nationale. En les informant régulièrement sur l'évolution de la situation, en les rassurant et en les incitant à la vigilance, le gouvernement pouvait renforcer la cohésion sociale tout en empêchant les rumeurs et les peurs irrationnelles de se propager. En repensant à la première observation de la perturbation par Ibrahim Traoré, on comprend à quel point cette phase discrète, presque invisible, a été déterminante. Ce moment, où un simple décalage dans le ciel est devenu un signal d'alerte, marque le tournant d'une crise qui aurait pu être ignorée. Les petites anomalies, qui au départ semblaient insignifiantes, sont devenues les pièces maîtresses d'une dynamique de défense nationale. Ibrahim Traoré, qui avait observé ces signes dans l'ombre, n'a pas seulement réagi en technicien, mais en stratège, anticipant chaque mouvement et chaque réponse possible. Cette vigilance, d'abord ignorée par beaucoup, a permis de préserver la souveraineté du Burkina Faso. Ce retour à l'image de ce premier signal, pourtant si faible, montre à quel point chaque détail compte. Une nation peut être changée par un simple geste, une simple observation. La persévérance d'Ibrahim Traoré, tout comme la vigilance des équipes sur le terrain, a fait la différence. Le pays, face à l'invisible, a montré que même les petites anomalies peuvent redéfinir un destin national.
Et c'est cette leçon de rester attentif, de ne jamais sous-estimer l'importance des détails qui restent gravés dans l'histoire. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif. Le ciel, qui semblait être un espace tranquille, est devenu un champ de bataille silencieux, où chaque signal a son importance. Cette situation, bien que complexe, offre une opportunité unique de renforcer la résilience et l'unité nationale. Les citoyens, les leaders et les institutions ont tous un rôle à jouer dans la défense de la souveraineté du pays. C'est l'engagement collectif, fondé sur la vigilance, la coopération et la solidarité, sera la clé pour faire face à l'avenir. À travers les défis que le pays rencontre, il est essentiel de se rappeler que la force réside dans l'unité. Nous devons tous, à notre manière, contribuer à la stabilité et à la sécurité de notre nation. Ce n'est pas seulement une question de défense, mais d'avenir commun. Quelle sera votre contribution à cette résilience collective ? Chaque action compte, chaque regard vigilant fait la différence. Ensemble, le Burkina Faso peut surmonter ces épreuves et aller de l'avant plus fort et plus uni.